l'euro s'est effondré. D'ailleurs, certains disent c'est parce que le dollar est fort. Non, l'euro s'est effondré aussi par rapport au rouble. L'euro s'est effondré par rapport au franc suisse parce que, comme je l'ai dit, déficit maintenant de la balance commerciale alors que c'était sa grande force, et surtout parce que vous le voyez, les taux directeurs de la BCE sont bien plus faibles que ceux par exemple de la Réserve fédérale américaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la situation énergétique, économique et financière de l'Europe qui court, selon moi, une catastrophe, à des crises multiples. Je l'explique depuis plusieurs mois, mais je vais vous expliquer en détail pourquoi et finalement toutes les conséquences de cette crise et de ces crises. Alors, évidemment, vous le savez tous, on a la crise énergétique à l'heure actuelle. Je rappelle que Emmanuel Macron avait quand même expliqué le 3 juin, 9 jours avant les élections législatives, qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité, circuler, il n'y a rien à voir. On a l'habitude, en réalité, des mensonges de la Macronie. Et il se trouve qu'on a appris au contraire, très récemment, EDF l'a dit, qu'il y aurait très probablement, à coup sûr, même en cas d'hiver normal, c'est-à-dire un hiver qui n'est pas trop froid, des coupures d'électricité. Et on voit globalement des tensions sur toutes les matières premières, et en particulier celle qui nous intéresse le plus, ou celle que je vais le plus développer aujourd'hui, à savoir le gaz et l'électricité. Alors, les explications à ça sont multiples, et d'ailleurs, ça, c'est lié, ça, quelque part, ça alimente l'inflation dont on parle souvent, mais je rappelle quand même, avant de démarrer sur cette dimension énergétique, que l'inflation, ce n'est pas que la guerre en Ukraine. D'ailleurs, quand on regarde les prix de ces matières premières, il y avait une flambée qui commençait dès fin 2021, donc bien avant la guerre en Ukraine en réalité, et l'inflation n'est pas que due à la reprise post-Covid. C'est vrai qu'il y a eu une reprise de la demande avec une offre qui ne suivait pas forcément, et donc il y avait une inflation qui est liée à ça, mais une grosse partie de l'inflation, on ne le dit jamais assez, moi je le dis à chaque fois, est liée à la création monétaire complètement délirante qu'a faite la BCE, mais c'est pas la seule banque centrale, même si elle est encore plus loin et plus forte. C'est pour ça que la zone euro est encore plus fragile que les autres, mais la Banque d'Angleterre a fait la même erreur, la Réserve fédérale américaine a fait la même erreur, évidemment la Banque du Japon le fait depuis des années. Mais pour ce qui est de la zone euro, donc la BCE, le bilan de la BCE a fait du x4. Donc il ne faut pas s'étonner quand vous avez votre bilan qui fait du x4, donc quand on fait de la planche à billets à fond, qu'il va y avoir de l'inflation. Alors évidemment, ce n'est pas immédiat. Au départ, ça va sur les actifs financiers, les actions notamment, les obligations évidemment, parce que les banques centrales rachetant notamment des obligations d'État, ça fait baisser le taux et ça fait monter le prix de ces obligations. Et il y a évidemment l'immobilier, là aussi, avec les taux bas qui a explosé. Donc tous les actifs d'une manière générale ont explosé. Et il y a un moment, il y a aussi, ce que j'ai déjà oublié, la spéculation aussi sur les matières premières. Et ça se retrouve sur le prix à la consommation. Et d'ailleurs, l'inflation est plus large que le simple prix à la consommation. À chaque fois qu'on nous parle d'inflation, on nous dit que les prix à la consommation. Mais il y a aussi les prix à la production, et ces prix à la production ont explosé, ce qu'on appelle les prix de gros. En Allemagne, par exemple, c'était 43%, ce qui est absolument énorme. Et si, pendant un moment, les entreprises peuvent rogner sur leurs marges pour garder des parts de marché, à un moment donné, ça se répercute à la consommation, et ça se répercute sur le consommateur, donc sur tout le monde. Ça, c'est la réalité. Donc, je veux revenir maintenant sur la dimension énergétique qui est fondamentale quand on parle d'économie. On l'oublie souvent, mais l'économie, ce n'est rien d'autre en réalité que de l'énergie transformée. Et surtout, vous avez des activités qui sont clés. Je pense notamment à l'activité industrielle, pour laquelle il y a deux facteurs qui sont très importants. Il y a le coût du travail, mais il y a surtout le coût de l'énergie. Et l'industrie est fondamentale dans l'économie. Là aussi, vous savez que je ne cesse de militer pour une réindustrialisation de la France, parce que quand on réindustrialise un pays, ou quand un pays est industrialisé, c'est fondamental. Un emploi industriel, c'est 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Donc si vous voulez résoudre une bonne fois pour toutes
le problème du chômage, ça passe par la réindustrialisation. Si vous voulez aussi, d'ailleurs, pour les problématiques climatiques, la première chose à faire, c'est de relocaliser, évidemment, la production, donc de réindustrialiser, là aussi, la France. Mais en réalité, l'industrie, notamment, il y a une part de l'industrie qui est très énergivore, c'est souvent le cas, même quasiment tout le temps de l'industrie, et beaucoup utilisent le gaz. C'est notamment le cas en Allemagne. Et quand vous utilisez justement, vous avez un prix du gaz qui explose, et ça avait commencé avant l'invasion russe en Ukraine, mais évidemment que les prix ont explosé depuis, vous pouvez le voir sur le graphique, évidemment, quand vous avez des prix sur le gaz qui explosent, eh bien, vous n'êtes plus compétitif, parce que le prix de production est trop élevé, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entreprises, et on le voit déjà, qui font des arrêts temporaires de production, mais vous allez avoir des entreprises qui vont délocaliser. Et quand j'ai fait la vidéo sur le sabotage de Nord Stream, j'expliquais bien que les principaux gagnants là-dedans, ça va être les Américains. Parce que d'ailleurs les Américains ont toujours été jaloux notamment de la production industrielle allemande, bien avec ce différentiel de coût du gaz, et donc de coût de l'énergie, eh bien vous allez avoir des délocalisations d'Allemagne vers les États-Unis notamment, et le différentiel est énorme. Et là où on a vu encore là-dessus sur le prix du gaz, ce cher Bruno Le Maire, le en cocu magnifique, qui nous expliquait c'est pas normal, les Américains nous vendent 7 fois plus cher le gaz que le prix auquel ils le vendent aux États-Unis. Bah oui Bruno, évidemment. Quand il y a une situation de pénurie, les Américains, alliés ou pas, ils vont, pour ce qui est des affaires, ils vont jamais faire de cadeaux. Et là-dedans, évidemment, que la France et l'Europe d'une manière générale sont les cocus de cette histoire. C'est pour ça, quand j'expliquais l'affaire de Nord Stream, que c'est terrible, c'est une sorte de suicide de l'Europe. Et les pays, en particulier ceux de l'Union européenne, ne disent absolument rien et se couchent complètement. La prospérité de l'industrie allemande a reposé évidemment sur un maintien relatif, vous savez, les fameuses lois Hartz du coût du travail, mais surtout par un approvisionnement à bas coût du gaz russe. Et en plus de ça, et je reviendrai dessus au niveau de l'aspect économique, le gaz russe, de même que le pétrole russe d'ailleurs, était importé en euros. Alors que maintenant, évidemment, ça passe par d'autres marchés, d'autres pays, et là aussi, c'est en dollars, et vous savez que l'euro s'est effondré par rapport au dollar, et donc ça renchérit encore plus le coût de ces énergies. Donc c'est absolument dramatique pour l'Allemagne, mais pour l'Europe d'une manière générale. L'Allemagne, pour la première fois depuis le début des années 90, a eu un déficit de sa balance commerciale. Enfin, je rappelle quand même que tout l'excédent commercial de la zone euro, donc d'ailleurs ce qui faisait que l'euro s'appréciait, c'est pour ça que l'euro va continuer à diminuer, c'était lié au fait que l'Allemagne, par exemple, en 2019, avait un excédent commercial de plus de 220 milliards d'euros. C'était en réalité l'excédent commercial de la zone euro. Même l'année dernière, il était encore de 180 milliards d'euros, cet excédent. Et bien l'Allemagne rentre dans une période où, à cause de ce coût énergétique, c'est là qu'on voit que l'économie, c'est de l'énergie transformée, à cause de ce coût énergétique, eh bien, l'Allemagne va avoir une balance commerciale déficitaire et la zone euro a une balance commerciale déficitaire. Pour ce qui est de la France, c'est une véritable catastrophe parce que la balance commerciale sur 12 mois roulants est en déficit de 140 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça, on bat record sur record, et vous avez Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, qui vont vous expliquer que tout va bien, que l'économie française se porte bien et qu'ils font un super boulot. Sauf que c'est complètement, évidemment, démenti par les faits. Donc voilà pour ce qui est du gaz. Et il y a la problématique de l'électricité, parce qu'en réalité, je parle de l'Europe de manière générale, mais la France aurait eu une occasion, même si quand tous les partenaires autour souffrent, le pays souffre par ricochet, mais la France avait une opportunité extraordinaire dans cette crise, parce que finalement, elle dépend peu par rapport aux autres pays de l'Union européenne, ou même globalement de l'Europe, elle dépend peu du gaz naturel. Il faut savoir que dans le mix énergétique primaire de la France, le gaz russe ne représentait d'ailleurs que 3%. Donc c'est pas énorme. De manière générale, le gaz naturel, c'est 16%
16% du mix énergétique primaire. Et en gros, là-dedans, dans ces 16%, le gaz russe n'était que 17%, donc ça vous fait 3%. Sur le pétrole russe, là, c'est plus gênant. Hein. Le pétrole, c'est 28% environ du mix. Mais le pétrole russe, dans notre mix énergétique primaire, là, on était autour de 6%. Mais grosso modo, c'est 9% les énergies russes. Pétrole, gaz, c'est 9% de mix énergétique primaire. Et il était possible de s'en passer. Pourquoi il était possible de s'en passer ? Bon, pour le pétrole, on peut trouver en partie, on peut se passer du gaz russe, même si ça va coûter plus cher. Pour le gaz, encore une fois, c'est pas le principal, mais surtout, la France avait un atout de poids, et cet atout, c'était évidemment l'énergie de l'électricité, et dans l'électricité, le nucléaire, qui représente 80% de notre mix électrique. Le problème qu'il y a, c'est que vous savez, il y a des centrales nucléaires qui sont en maintenance, donc c'est pour ça que la France va avoir du mal à passer l'hiver, et grosso modo, on a sous-investi depuis une vingtaine d'années, et en particulier sous Emmanuel Macron, qui a saccagé la filière nucléaire. Hollande puis Macron. Je rappelle que c'est évidemment François Hollande qui a décidé la fermeture de Fessenheim. Ça a été confirmé par Emmanuel Macron, qui lui-même a arrêté le projet Astrid des réacteurs de 4e génération. Vous savez, Maxime Amblard en a parlé, ces fameux réacteurs qui permettraient, avec l'uranium approvisionné actuel de la France, d'avoir de l'énergie pendant 2000 ans. Donc c'est évidemment une technologie extraordinaire, mais qui nécessite de penser long terme, ce que ne font pas nos dirigeants qui sont des incapables de ce point de vue-là, bien évidemment. Et ça, c'est un crime. Et c'est d'autant plus un crime que, en plus, vous savez, des 2 réacteurs de Fessenheim, dans la loi, et c'est encore actif, il prévoyait en réalité de fermer 12 autres réacteurs nucléaires. C'est pourquoi, et c'est ce qu'a expliqué Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, qui va être débarqué d'ailleurs par Emmanuel Macron, il expliquait très bien que quand vous avez, dans votre cahier des charges, on vous dit que vous allez fermer 12 réacteurs nucléaires, ben il est bien évident que vous n'allez pas recruter du personnel, notamment pour faire la maintenance, alors que, en réalité, le problème de corrosion qui se pose sur les centrales, on pourrait faire cette maintenance plus rapidement s'il y avait évidemment plus de personnel, et surtout si on avait investi dans le nucléaire, on aurait pu non seulement traverser cette crise beaucoup plus facilement, mais aussi même fournir, exporter de l'électricité aux autres pays d'Europe et quelque part se faire énormément d'argent pour la France là-dessus. C'est pas possible à cause de l'incompétence de nos dirigeants. Donc ça, c'est un gros problème. Sur l'électricité, il y a un autre problème qui est fondamental, c'est qu'on a, et c'est lié au saccage du nucléaire, on a aussi saccagé EDF, notamment par le marché de l'Union européenne de l'électricité qui exige notamment d'avoir de la concurrence en fait artificielle au niveau de l'électricité. C'est-à-dire que EDF doit avoir des concurrents. Mais comme ces concurrents ne sont pas producteurs d'électricité et qui ne seraient pas rentables, on a dû mettre artificiellement un mécanisme des prix qui s'appelle l'Arenh, qui est complètement délirant. C'est-à-dire que EDF est obligé de vendre son électricité, notamment nucléaire, à 42 € le mégawattheure, à des concurrents qui, quand on est à l'heure actuelle sur des prix 5, 600, 700 € le mégawattheure, peuvent et pouvaient même avant le revendre. Donc c'est absolument délirant. Et d'une manière générale, il y a un problème avec le marché de l'électricité de l'Union européenne, il y a un problème de prix. Parce que ce marché fait que, et ça a été voulu par les Allemands pour tuer l'avantage compétitif de la France au niveau justement d'une électricité bas coût, comme les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire, ils ne voulaient pas que les Français soient plus compétitifs qu'eux, et donc on a un marché de l'Union européenne de l'électricité qui a indexé le prix de l'électricité sur le gaz. C'est pour ça que vous voyez cette flambée complètement artificielle des prix de l'électricité. Et ça, c'est complètement dingue puisque ça va faire crever des entreprises. Je rappelle que les entreprises ne sont pas sur le tarif réglementé d'EDF, donc eux se prennent de plein de fouet la hausse du prix de l'électricité. Et donc, ça, c'est une problématique énorme. Et surtout, ça a aussi un coût sur les finances publiques. Ça a un coût sur les finances publiques parce que, vous l'avez vu, Bruno Le Maire a dit récemment qu'en gros, le bouclier énergétique au sens large, ça va coûter 100 milliards d'euros en tout. C'est absolument énorme. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, par exemple. Alors, évidemment, pour ce qui est de la remise carburant, là, on ne peut pas faire grand-chose. Quelque part, on ne peut rien faire là-dessus. Pareil sur le bouclier sur le prix du gaz. Mais le bouclier
sur l'électricité est complètement inutile si on sortait du marché de l'Union européenne de l'électricité. Or, ça représente 45% de ces 100 milliards, donc c'est 45 milliards d'euros en pure perte. Pourquoi ? Parce que par fanatisme, par dogmatisme, nos dirigeants attendent une concertation au niveau de l'Union européenne plutôt que de sortir directement du marché de l'Union européenne de l'électricité. D'ailleurs, ils ont même pas besoin en réalité de sortir. Ils pourraient avoir une dérogation temporaire et sortir, juste le faire de façon unilatérale. Exactement ce qu'ont fait d'ailleurs le Portugal et l'Espagne. Mais non, on a des dirigeants qui sont des dogmatiques et des fanatiques de l'Union européenne. Et donc, les Français vont casquer parce que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron vont se coucher comme d'habitude devant l'Union européenne et ils vont attendre que tout le monde soit d'accord, mais évidemment qu'il y a des intérêts divergents et ce sont des négociations qui prennent beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, concurrence déloyale pour nos entreprises vis-à-vis du Portugal et de l'Espagne, et surtout on a des boîtes qui vont faire faillite. Là encore, bravo à Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui sont une catastrophe complète. Donc vous voyez bien, quand vous avez ces paramètres-là avec un prix de l'énergie très haut qui va être durable, que la France va rentrer en récession, et donc c'est la crise économique dont je parlais. Alors le gouvernement là-dessus est dans un déni complet. Si on écoute le gouvernement, il n'y aura pas de récession. D'ailleurs, ils ont prévu un budget mais de cancre, c'est-à-dire que quand vous regardez le budget, le PLF, plan de loi de financement 2023, en fait toutes les hypothèses sont fausses. Ils prennent dedans l'hypothèse selon laquelle la France aura une croissance de 1% en 2023, mais absolument personne n'y croit. Même le FMI, dans ses dernières prévisions d'octobre, donne une croissance très généreuse de 0,7%. La Banque de France, elle-même, donne une croissance qui est entre moins 0,5, donc une récession, et 0,8%. Moi, je vous le dis tout de suite, on va être en récession, et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi, mais je finis sur ce budget avec des hypothèses complètement dingues. Vous voyez bien que la croissance ne tient pas la route. Vous avez ensuite les hypothèses d'inflation. Le gouvernement prend pour 2023 une hypothèse d'inflation de 4,2%. Mais ça sera évidemment beaucoup plus. La Banque de France elle-même met une fourchette d'ailleurs entre 4,2% et 6,9%. Il est beaucoup plus probable qu'on tende vers les 6,9%, mais quand vous faites un budget, théoriquement, vous êtes prudent, ne faites pas des hypothèses de cavalerie financière comme ça. Et il y a un dernier point, qui est absolument dingue, c'est le taux d'emprunt à 10 ans. Ils ont mis quand même dans le budget un taux d'emprunt de 2,6, alors qu'on est déjà à 2,9 et qu'on sait très bien que ce taux va encore augmenter. Donc on a un budget qui ne tient absolument pas la route, et malgré ça, écoutez bien, on va avoir un déficit dans ce budget de 155 milliards d'euros. Donc comme les hypothèses sont complètement bidons, le déficit sera encore supérieur à ça, un déficit de 5% du PIB, et la dette publique en réalité va atteindre les 3000 milliards d'euros. Donc quand on est géré par des gens qui ne savent en réalité rien gérer, et ce sont les mêmes d'ailleurs qui donnent en permanence des leçons de responsabilité et de gestion. Donc quand on entend Gabriel Attal à l'Assemblée nationale ou Bruno Le Maire, c'est absolument insupportable parce qu'en réalité, ce sont des très mauvais gestionnaires. On le voit avec ce budget qui ne tient pas la route et on le voit aussi lors du dernier quinquennat Macron. 600 milliards de dettes en plus, alors que la dette Covid, on vous dit c'est à cause de ça, c'était que 200 milliards. Donc c'est 400 milliards d'euros de mauvaise gestion. Et en plus de ça, comme l'inflation est sous-estimée, vous le savez très bien, c'est un de mes chevals de bataille depuis de nombreux mois maintenant. J'avais dénoncé le scandale des emprunts indexés sur l'inflation. Bah vous avez bien compris que quand l'inflation va être supérieure à ce qu'il y a, le coût de la dette va être bien supérieur. La dette de l'expansion a donné 13 milliards d'euros pour 2023, après à peu près 20 milliards d'euros d'emprunts indexés sur l'inflation de 2022. Donc là encore, un coût absolument gigantesque pour les finances publiques, et tout ceci va aggraver la crise économique. Et surtout là-dessus, vous savez, j'ai saisi la Cour des comptes, et Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont une responsabilité écrasante, parce qu'il fallait être là aussi des gestionnaires absolument calamiteux. Je vous invite à voir la vidéo sur le sujet, mais il fallait être, ou le dossier même qui est en description, il fallait être des gestionnaires absolument nuls pour continuer à émettre des emprunts indexés sur l'inflation à partir de 2015, où nous savions que l'inflation allait revenir avec la création monétaire folle de la BCE. Donc là aussi, des très mauvais gestionnaires. Et donc pourquoi, en fait, au-delà de ce budget de cancre, pourquoi nous allons être en récession en 2023 ? C'est relativement simple en réalité.
quand vous regardez le niveau d'inflation que nous avons à l'heure actuelle, et notamment sur des dépenses qui sont incompressibles pour les gens. C'est-à-dire que quand vous avez les prix de l'alimentation qui augmentent ou les prix de l'énergie qui augmentent, les prix de l'alimentation, c'est du plus de 17% pour parfois. L'énergie, vous avez bien vu, malgré le bouclier tarifaire, ça augmente. Et pour les entreprises qui ne sont pas, comme je l'ai dit, en tarif réglementé, il va y avoir des faillites et des gens au chômage. Donc baisse de revenus, baisse de l'activité des entreprises, évidemment. Et surtout, il va y avoir un problème de consommation et de pouvoir d'achat. Parce que quand vous avez une inflation qui est évaluée à autour de 6-7% en France, qui va encore augmenter, il est bien évident que les salaires ne suivent pas. Les salaires n'augmentent pas de 6 ou 7% en France. Alors bien évidemment, il y a quelques grosses entreprises qui ont les moyens d'augmenter les salaires à ce niveau-là. Mais il faut bien se rendre compte que les PME, TPE qui subissent en plus en parallèle le renchérissement de leurs coûts d'approvisionnement, notamment énergétiques, mais pas que, eux ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc vous allez avoir cette baisse de pouvoir d'achat et le gouvernement ne fera rien là-dessus. La solution, mais qui n'est pas idéale, évidemment pour les caisses de sécurité sociale, c'est de baisser, pour augmenter le salaire net, les cotisations sociales uniquement pour les petites et moyennes entreprises, évidemment pas pour les grandes entreprises qui, elles, ont les moyens de le faire, parce que sinon ces entreprises ne pourront pas, de toute façon, augmenter les salaires dans des quantités qui font que ça peut permettre de résorber une partie de l'inflation. Donc vous allez avoir ce problème de consommation, vous allez avoir des boîtes qui vont fermer. On a eu d'ailleurs une hausse de 70% des défaillances, même si on n'est pas encore au niveau de 2019, 2020 évidemment pendant le Covid. Ça va aller encore crescendo, donc tous les indices montrent qu'on va être en récession. Il faut être dans le déni complet en fait pour penser que la France ne va pas être en récession. Et d'ailleurs l'Allemagne a déjà annoncé qu'elle serait en récession. Donc voilà, d'une manière générale, la France va être en récession et la zone euro va être en récession. Vous allez avoir un autre pays qui va avoir de gros problèmes, c'est l'Italie, parce que l'Italie emprunte quasiment maintenant à 5% sur les marchés, elle rentre dans ce qu'on appelle une trappe à dette, c'est-à-dire que la hausse de la charge de la dette augmente beaucoup plus vite que la croissance, et donc l'Italie va rentrer en cette trappe à dette, et on peut, et c'est quelque part le seul élément positif, et quoique quand on est dans une telle crise énergétique, c'est que ça peut amener, j'ai fait une vidéo là-dessus dès 2020 et un article en expliquant que l'inflation pouvait amener à une explosion de la zone euro, ça c'est une réalité et on y est. Et en plus de cette crise économique, quand on prend tous les indicateurs, va s'ajouter une crise financière. Une crise financière, pourquoi ? Déjà parce qu'on a des établissements qui sont en difficulté. Et je pense notamment à la Deutsche Bank et je pense au Crédit Suisse, où vous avez les CDS, qui sont quelque part des dérivés qui mesurent pour se couvrir d'un défaut de paiement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés anticipent que la Deutsche Bank et que le Crédit Suisse vont être au défaut de paiement. Je vous le dis tout de suite, si c'est le cas, on rentre dans un scénario à la Lehman Brothers en 2008 et là, les marchés financiers baisseront. Les marchés financiers, d'ailleurs, commencent déjà à baisser. Enfin, depuis le début de l'année, le CAC 40 a perdu 20%, l'indice américain de Standard & Poor's a perdu 25%. Et dans un contexte économique de récession, parce que théoriquement, on n'est pas encore en récession, mais quand on va l'être, une récession, normalement, les marchés baissent de 30 ou 40%. Donc vous allez rentrer dans une optique de crise financière. Et une crise financière, si, encore une fois, une banque de la taille de Crédit Suisse ou Deutsche Bank fait faillite, il entraîne tout le marché avec lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les options, finalement, qui restent aux banques centrales et qui restent à nos gouvernements ? Les options qui leur restent, si vous avez réellement un établissement comme ça qui fait faillite, et ça, ce qui en embarquerait d'autres, il y a plusieurs actions possibles. La première, c'est celle qu'ils avaient faite en 2008, qui est que l'État vienne au secours des banques. Moi, j'y crois peu, pour la simple et bonne raison que les États sont maintenant tellement endettés qu'ils n'auraient même pas les reins suffisants, en fait, pour pouvoir aller au secours des banques. La deuxième option, c'est celle qui s'est passée à Chypre en 2013, c'est-à-dire que les banques ont saisi les comptes des déposants. Alors, pour Chypre,
c'était pour les comptes supérieurs à 100 000 euros, mais Chypre est une économie qui est très liée à la finance, donc quelque part qui avait des actifs bien plus importants que d'autres pays. Si ça arrivait en France ou en Allemagne, 100 000 euros ne serait pas suffisant. Et vous avez d'ailleurs, après cet épisode de Chypre, qui a été un petit peu un laboratoire pour l'Union européenne, vous avez eu une directive en 2015 de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce qu'on appelle le bail-in, donc quelque part c'est le vol des dépôts des épargnants, qui a mis en place cette directive. Donc ce serait une option possible. Je l'écarte aussi parce que je pense que ce qu'ils ont pu faire à Chypre, ce serait très difficile de le faire aux France en Allemagne, surtout dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd'hui, où vous avez une crise économique qui est énorme. Je pense que les gens ne le supporteraient pas et il y aurait des révoltes populaires. La troisième option qui s'offre à eux, c'est tout simplement de relancer la création monétaire, de relancer les assouplissements quantitatifs et donc ce qu'on appelle le quantitative easing. Et donc c'est ça leur option. Mais le problème, c'est que s'ils font cela, c'est vraiment reculer pour mieux sauter, parce que s'ils relancent la création monétaire pour que, en gros, ces banques qui sont proches des défauts de paiement et les actifs qui repartent à la hausse et quelque part et des collatéraux pour pouvoir repartir de l'avant et pour pouvoir ne pas faire défaut, ils peuvent solder ces collatéraux-là. Eh bien, s'ils font ça, ça va recréer de l'inflation et on va rentrer dans un épisode qui peut être de l'hyperinflation. Donc ce serait aussi complètement irresponsable de faire ça, mais c'est malheureusement l'option que je pense la plus probable. Et donc, c'est l'option de reculer pour mieux sauter qui est faisable. La problématique, c'est que s'ils le font, c'est-à-dire que toutes les banques centrales doivent le faire. La BCE ne pourrait pas le faire seule pour la simple et bonne raison que je vous l'ai déjà dit, l'euro s'est effondré. D'ailleurs, certains disent c'est parce que le dollar est fort. Non, l'euro s'est effondré aussi par rapport au rouble. L'euro s'est effondré par rapport au franc suisse parce que, comme je l'ai dit, déficit maintenant de la balance commerciale alors que c'était sa grande force, et surtout parce que vous le voyez, les taux directeurs de la BCE sont bien plus faibles que ceux par exemple de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire que la BCE fait moins d'efforts que les autres pour lutter contre l'inflation, et donc si la BCE relançait avant les autres un quantitative easing, vous aurez la valeur de l'euro qui s'effondrerait par rapport au dollar, et donc encore plus d'inflation importée et un coût de l'énergie qui serait encore plus fort. Donc on rentre réellement dans cette crise majeure. Et encore une fois, la crise financière, c'est exactement pareil que la crise énergétique ou la crise économique. Elle aurait pu être évitée parce que vous avez une mesure que je prône là aussi depuis des années, qui est celle de séparer les activités de dépôt et les activités de banque d'affaires des banques qui sont des banques maintenant universelles qui font tout. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une crise telle que celle-ci, si vous avez les activités qui sont séparées, vous n'avez pas besoin de sauver les banques. Vous pouvez laisser faire faillite aux banques d'affaires qui ont pris des risques démesurés parce qu'il n'y a pas de risque sur les dépôts. Quand vous êtes en système de banque universelle, vous avez soit les États, soit les banques centrales qui sont obligés d'aller au secours de ces banques. Et donc c'est un aléa moral qui est absolument scandaleux. C'est-à-dire que quand les marchés montent et qu'elles peuvent prendre des risques complètement inconsidérés, et gagner l'argent, c'est la privatisation des profits, mais par contre quand il y a des pertes, c'est la socialisation des pertes. Encore une fois, si on avait séparé ces activités, peu importe qu'un Crédit Suisse, Deutsche Bank ou demain une autre banque française fasse faillite, on aurait pu, c'était les banques d'affaires, on aurait pu leur laisser faire faillite et continuer comme ça aurait même été très sain et juste dans une économie qui fonctionne. Crise énergétique, le scandale nucléaire, donc tout ceci est rageant parce que on a une élite et des dirigeants qui sont irresponsables et toutes ces crises auraient pu être évitées, mais voilà, ils nous amènent droit dans le mur, ils nous amènent encore plus dans le mur évidemment avec la guerre en Ukraine, avec cette escalade plutôt que de rechercher la paix. Voilà, j'ai fait le panorama économique, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut. C'est très important pour le référencement, pour que cette vidéo soit diffusée. Commentez aussi la vidéo, donnez votre avis, commentez ne serait-ce que pour le référencement. Là aussi, ça nous permet d'être visible par rapport aux algorithmes de YouTube. Et abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important, c'est juste un clic. Et là aussi, la masse d'abonnés fait que cette vidéo sera plus visible. Et si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous êtes vous aussi pour que la France
soit libre, indépendante, souveraine. Si vous êtes d'accord avec tout ceci, je vous invite évidemment à adhérer à Génération Frexit. Vous pouvez le faire, il y a le lien qui est en description. Là aussi, c'est très important, ça nous permet d'avoir les moyens de livrer ce combat et de livrer ce combat à la fois des idées et ce combat politique. Je vous dis merci et à très bientôt.